Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui, on vous parle d'un gros morceau. Il s'agit de Mank, le nouveau film de David Fincher qui sort. Excusez du peu. Oui, voilà, on commence par du lourd. Qui sort ce 4 décembre. 4 décembre Oui, 4 décembre. C'est pas tout de suite ça, Thibaut, mais c'est une avant-première que tu nous fais. C'est une world exclusive. C'est du contenu exclusif. Vous savez bien que on aime vous proposer des choses. Bam, comme ça, clic-clac. Dès qu'on peut, on les balance. Donc en effet, le 4 décembre, ça sent bon les Oscars. Ça, la petite course aux Oscars avec David Fincher. 4 décembre, avec Gary Oldman, avec Amanda Seyfried. Et oui. Pardon. Et Tom Burke notamment. Ça parle de quoi ce film Mank? Ça parle du scénariste Herman Mankiewicz. Et en fait, ce film s'intéresse plutôt à une partie de sa vie. Pourquoi ? Parce que ça parle du Hollywood des années 30 et ça parle surtout du moment où ce scénariste voulait boucler à temps le script de Citizen Kane pour Orson Welles. Donc rien que ça, un petit moment de l'histoire du cinéma qu'on revit dans ce film. Du coup, je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Mank, it's Orson Welles. Of course it is. I think it's time we talked. What is it the writer says? Tell the story you know. Hello, everyone. Make yourself to home, Mr. Mankiewicz, or shall I call you Herman? Please, call me Mank. 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 This is Herman Mankiewicz, but we're to call him Mank. Mankiewicz. Herman Mankiewicz, New York playwright and drama critic. Turned humble screenwriter, Mr. Hearst. This is a business where the buyer gets nothing for his money but a memory. What he bought still belongs to the man who sold it. That's the real magic of the movies. Thunder, lightning, blood, fire, religion. Help! Someone save me! All in one film. That's director proof. That's why I always want Mank around. Alors Thibaut, ce film parle forcément d'un Hollywood qui n'est plus là, hein, l'Hollywood, le grand Hollywood, celui qui fait rêver tant de monde. Mais ça parle aussi d'abus, hein, d'alcoolisme, de jeux. Enfin voilà, c'était un personnage haut en couleur, comme on n'en fait plus ou qu'on en fait encore. Quel était ton premier avis? Je sais que t'as beaucoup de choses à dire sur ce film parce que bon, qui dit David Fincher dit forcément un nombre de choses incalculables à dire sur la réalisation, sur les plans et même ce noir et blanc qui a l'air d'être plus que sexy. Commençons peut-être d'abord par l'histoire et le protagoniste. Je t'écoute. Alors, dire que j'avais hâte de voir le film était un doux euphémisme. Hein. D'ailleurs, pour que ce soit clair, j'étais censé... donc j'ai découvert le film il y a une semaine, un peu environ, plus ou moins, au moment où on diffuse ce podcast. Film qui est projection online, qui devait être suivi d'un Q&A avec David Fincher, qui n'a malheureusement pas eu lieu. Donc j'ai juste vu le film. Ouais, j'étais un peu tristoun quand même, hein, mais bon, allez, j'ai quand même vu Mank. C'est quand même cool. C'est les problèmes du premier monde, ça. Ouais. Et donc forcément, Fincher, t'as évidemment très envie. Et puis le sujet. Donc c'est un film qui raconte comment le Herman Mankiewicz a écrit Citizen Kane, si on veut. Mankiewicz, c'est un nom qui évoque d'autres choses, parce que le frère d'Herman, Joseph, a quand même réalisé le film Ève et le Cléopâtre avec Elizabeth Taylor. Donc, grande famille, grand nom du cinéma en tout cas. Ève, Oscar du meilleur film aussi, quand même, pour rappel. Et Herman Mankiewicz s'est donc consacré à l'écriture de Citizen Kane en un temps record. Le scénario du film a été écrit par Jack Fincher, père de David, qui est décédé depuis pas encore tout à fait 20 ans, mais voilà, décédé au début des années 2000. Et c'est un film sur lequel ils ont bossé pendant 30 ans facilement, quoi. Enfin, à deux, pas 30 ans, mais le projet a au moins une trentaine d'années. Donc, autant dire que c'est un des projets les plus personnels de David Fincher. Et le Jack Fincher s'est basé entre autres sur une théorie qui veut que on sait que le film a été coécrit par Mankiewicz et Orson Welles, mais donc Jack Fincher s'est basé sur une théorie qui veut que Orson Welles n'a quasiment rien écrit du film en fait. D'accord. Et que la grande majorité du film est due à Mankiewicz, pour lequel Mankiewicz a eu le seul Oscar du film d'ailleurs.
Le film a eu pas mal de nominations, mais le seul Oscar qu'ils aient gagné, c'est celui du meilleur scénario. D'accord. Voilà. Et donc, en fait, le film Mank, qui est donc Mankiewicz en cours, pour ceux qui n'auraient pas déjà compris, mais c'est un titre qui claque, hein. Je trouve ça cool de le dire. Bah, disons que c'est surtout, ça permet d'échapper au nom de famille complet sur l'affiche, parce que c'est pas évident de dire j'ai été voir ce film là hier, quoi. Non, c'est clair. C'est clair. Mais donc le film se base sur deux grandes parties. Le moment où Mankiewicz écrit Citizen Kane et des flashbacks quelques années auparavant où en fait Mank est à Hollywood et où il va fréquenter les frères de la Metro Goldwyn Mayer. Il est en contrat aussi chez Paramount à ce moment-là, donc tu as vraiment ce grand truc des studios de cette époque où les scénaristes avaient leur boulot et les réalisateurs avaient leur boulot aussi. Maintenant, c'est la grande mode, c'est que... On fait tout. Et tout, ben oui. Tout seul. Les réalisateurs écrivent leurs films, ils réalisent, ils font le montage, ils font le montage, ils produisent, ils font tout. Exactement. Fincher ne fait pas ça. Fincher n'a jamais écrit les scénarios de ses films. Et donc, il reste un peu dans cette grande tradition hollywoodienne qui, en tout cas, c'était la norme à l'époque, c'est que voilà, des scénaristes écrivaient les films et lui, et puis t'avais le réalisateur qui réalisait le film, quoi. Et donc, dans les années 30, là où la période plus flashback, tu vois vraiment les entrailles de cet Hollywood, les relations avec les différentes personnalités importantes de l'époque. Du coin, et donc c'est comme ça que tu vois tous ces personnages importants, principalement de la Metro Goldwyn Mayer, avec notamment William Hearst, qui était un des grands patrons, et Louis B. Mayer principalement. Donc voilà, toutes sortes de relations que je vais pas détailler maintenant, mais donc voilà, t'as deux grands arcs narratifs, la période où Mank écrit Citizen Kane et une période avant où on a plus une espèce d'exploration et d'ode au cinéma. Donc ça c'est assez canon. Mais donc le film se concentre plus sur quoi? Sur justement cette lettre d'amour au cinéma ou sur son personnage à lui et dans sa complexité? Mais le film entièrement est une ode, une lettre d'amour au cinéma. Tu vois que Fincher adore le cinéma parce que c'est juste une... En fait... c'est une vision amoureuse du cinéma en permanence, quoi. Tout ce qui le film visuellement dans son propos, ça transpire le cinéma partout, quoi. Tu vois qu'il aime ça, il a envie de faire partager, de partager son amour pour le cinéma avec les gens. Et donc le film, oui, dans le sujet, c'est une ode au cinéma, mais ça s'intéresse aussi et surtout au personnage de Mank, qui nous fait découvrir aussi ce monde qu'est le cinéma des années 30, enfin qu'est le Hollywood des années 30, quoi. Et Amanda Seyfried dans tout ça. Et Amanda Seyfried, elle trouve le meilleur rôle de sa carrière. En tout cas, s'il est dans un film de David Fincher, ça lui change de Mamma Mia ou Letters to Juliet. Elle est incroyable. Vraiment. J'ai été surpris, tout simplement. Je m'attendais absolument pas à ça. Elle incarne l'amante de William Hearst, qui... Enfin, elle est sublime. Elle a tout le truc des grandes stars, des grandes icônes américaines dans les années 30. Enfin, tu vois ce que c'est, quoi. Gatsby, tout le bazar, tous ces trucs-là. Ces costumes très classe, ces superbes robes, ces maquillages, ces côtés parfois un peu kitsch, un peu glamour. Bah, elle est géniale dans ce rôle. Et oui, vraiment, j'avais jamais vu Amanda Seyfried aussi bonne, tout simplement, quoi. Gary Oldman. Bah, c'est Gary Oldman. Parlons-en. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est Gary Oldman. Et tout le reste du casting est génial, hein. Lily Collins qui vient d'exploser, si je puis dire, avec Emily in Paris sur Netflix. Il y a Tuppence Middleton qui était génial dans la série Sensei aussi. Toujours sur Netflix, ils sont partout. Hein. Ils sont partout. Ils sont assez présents. Charles Dance. Enfin bref, le casting est dingue. Tous les comédiens sont incroyables.
La photographie du film est hallucinante. C'est un super beau noir et blanc, un peu comme, c'est pas pareil, mais Roma avait aussi un super beau noir et blanc. Et c'est ça qui est drôle, c'est que Roma se passe dans c'est pas non plus aujourd'hui Roma, mais là vu qu'on est à Hollywood, voir du noir et blanc dans un contexte d'Hollywood des années 30, ça ajoute une patte supplémentaire, ça c'est sûr, parce qu'on est beaucoup plus transporté à cette époque-là. Ouais. Mais au-delà de ça, moi quand j'ai vu les images la première fois de la bande-annonce, forcément je me suis vite rendu compte qu'il y avait Gary Oldman, mais tu m'aurais dit oui, c'est un film, tu sais, c'est un vieux film, mais vraiment un beau film qui a été tourné dans les années 30, 40, je t'aurais dit c'est possible. Oui, on y croit, quoi, on a l'impression qu'on y est, quoi, tu vois. Oui. Alors c'est filmé en numérique, donc c'est très clean quand même, mais il y a dans l'image et dans le son, il y a un truc très cinéma ancien, très classique, très hommage au cinéma. C'est que parfois t'as l'impression, c'est furtif certainement, mais tu sais, t'as ces espèces de ronds qui apparaissent à l'écran parce qu'il y avait une brûlure de cigarette sur la pellicule, et dans le son il y a une espèce de chaleur, un grisottement aussi dans le son, exactement, le cinéma de papa, quoi. Exactement. Pas de papy, plutôt. Et donc t'as vraiment plutôt de papy, quoique de papa aussi, parce que dans les années 60, 70 et même encore 80, c'était comme ça. Mais oui, t'as vraiment dans le son, dans l'image, tout ce truc qui fait très nostalgique et sur lequel Fincher surfe complètement. Alors c'est pas parfois c'est subtil, faut être un peu attentif, mais ça te donne cette chaleur générale au film qui est super cool, quoi. Et je vais terminer sur une note un peu plus musicale, parce que la bande-son a été écrite par Trent Reznor et Atticus Ross, évidemment. Petit clin d'œil à Social Network pour Trent, en tout cas. Exactement. Reznor et Ross qui, effectivement, collaborent ensemble depuis, pas Social Network, mais sur Millennium, je pense. Super bande originale. Musique très jazzy, forcément. Hollywood, années 30. Cigarette, alcool et jazz. Exactement. Ce qui est assez marrant, coïncidence, mais ils ont aussi tous les deux composé la musique d'un autre film qui sort sur Disney Plus en décembre et dont on va aussi bientôt vous parler, qui est Soul, le fameux film Disney qui ne sortira pas en salle. De fin d'année. Exactement. Où évidemment ils ont aussi fait une bande originale très jazzy, donc vraiment une fin d'année canon pour Trent Reznor et Atticus Ross, qui ont fait de l'excellent boulot avec cette bande originale pour Mank. Donc tout, vraiment, j'ai adoré le film. S'il était encore sur mon compte Netflix, je l'aurais déjà revu, mais malheureusement c'est pas comme les autres screeners où d'habitude une fois que je l'ai, je peux le revoir autant de fois que je veux. Ici non, ce fut un temps très limité, donc j'ai vu le film une fois et j'ai très hâte de le revoir, ça ne fait aucun doute. Quelle note tu lui donnes ? Écoute, 4, évidemment un grand 4 étoiles, parce que je ne donne pas 5. Un beau 4 étoiles. Mais c'est une vraie ode au cinéma assez magnifique, un grand voyage. Voilà. Merci David Fincher. On est rarement déçus avec David Fincher quand même, si pas jamais. Donc 4 étoiles pour Mank, un film qui sort du coup le 4 décembre sur Netflix.